À quoi bon lire des livres que nous ne lirons qu'une seule fois? Nous pensons simplement qu'un livre, qui n'a pas la grâce d'être revisité plusieurs fois, ne mérite tout simplement pas d'être lu. C'est ainsi, et je l'entends souvent, qu'on se débarrasse des livres. Je ne le lirai plus. Mais nous, qui avons peuplé notre scriptorium de livres aimés, et que nous saurons aimer à nouveau. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 novembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'offre cette lecture à Raymond, Raymond qui se reconnaîtra ici, car je lis un passage de tout autre, de François Méronis. Mais avant, j'ai commis un petit texte de présentation que je vous livre à l'instant. François Méronis, le porteur de secrets. Comment rendre compte d'un tel livre sans s'empêtrer dans la paraphrase? Je me contenterai donc d'en livrer les contours et d'en relever le relief. Ni récit, ni roman, autobiographie. Certains se sont étonnés. Un homme, jeune encore, raconte comment les mots l'ont arraché à la mort. À la mort, partout s'est réalisé, et dont le cyber-zombie est la figure achevée. Comment la parole vive l'a arraché au monde des ombres. Comment le jeu a brisé l'engrenage des nombres. J'aurais bien eu envie de festonner de mes propres commentaires certains passages de ce beau et mystérieux récit initiatique, mais craignant d'en gâter les apprêts, je m'en suis abstenu. Les puissances égrégoriques de la catholicité se sont dissoutes dans l'eau claire du béton, dissolvées dans la lumière imposée de la raison, et le miracle de la parole étouffé par les dictats de la communication. Nous lui substituerons ce mot communion. En lisant attentivement tout autre, je ne cessais de songer aux deux Thérèse, la petite et la grande, ces deux figures héraldiques de la défunte catholicité. Je n'ai pas été autant heurté par mon enfance que ne le fut Méronis par la sienne, protégé que j'ai été par une grand-mère aimante qui réapprenait sa propre enfance en aimant la mienne. Je n'étais pas dupe cependant. Je savais que des puissances nocives, mortifères, enveloppaient le monde. Je différais à plus tard le combat avec l'ange. Méronis a tout de suite été éprouvé par cette névrose collective de la puissance, des puissances, cette normose cafardeuse où personne n'y trouve son compte. Mais il reçut à l'adolescence cette adolescence qu'il dit détester, mais qui est quand même un âge de la voyance. Il reçut une aide inattendue. Dostoïevski et Lautréamont. De ces derniers, il obtint les munitions nécessaires, des armes de contrebande pour le soutenir dans sa lutte contre l'esprit du mal. Le bricoleur de livres ignore cette fronde, le choc frontal contre le calcul. Dostoïevski, Baudelaire, Bernanos se sont jetés à corps perdu dans le feu. Notre contemporain immédiat, Houellebecq, dédaigneux, est resté loin de la bataille spirituelle, mais il en a cartographié le champ de bataille en arpenteur autiste.
Au terme de cette initiation, l'esprit d'enfance est restauré, vivifié, irrigué. Les mots circulent à nouveau dans le sang. C'est cet esprit d'enfance qui éclate à chaque page de ce livre. Me frappe pas un mot de trop, pas un mot qui manque dans cette confession révélée. Ce viatique pour s'extraire de la chosification. Tout autre peut vouloir dire toute autre vie, tout autre chemin, toute autre parole. La parole, j'ai toujours senti qu'elle filait, voyageuse, éternelle, venant de tous les côtés. Confusément, je sentais que ça parlait en moi, que ça n'arrêtait pas de parler, qu'à cheval sur moi il y avait cela, du langage, et qu'il avait commencé bien avant mes jours, et que d'ailleurs je n'étais qu'écume à la surface d'une mer démontée, houleuse, simple occasion pour celle-ci d'acquérir une connaissance sur elle-même. Bien sûr, je ne me le disais pas en ces termes, mais à travers les noms, je ne cherchais que cela. Dans la parole, une noblesse sans limite, une dimension secrète dépassant le simple souci de communiquer ou de s'exprimer. Assez curieusement, c'est en optant pour ce versant du langage, d'ordinaire négligé, là où, dans un sens, il n'y a rien, que je me suis mis un petit peu à penser. Comme si la parole contenait dans ses intermittences un savoir de revers, et qu'il prit à mon usage l'aspect d'une héraldique. Mais cette science bricolée n'a pas tardé à voler en éclats. Ma faim avec elle n'était pas assouvie, ni ma soif. Dans les dernières années du collège, mon esprit voulut s'offrir le panorama des événements mondiaux. Son but, comprendre les aventures du changement et de la transformation, et d'où venait l'état catastrophique des êtres et des choses. Bien vite, il a saisi qu'on lui opposait des écrans, des voiles, que rien n'était vraiment caché, mais qu'on nous conditionnait à ne rien voir, à ne rien entendre. Autour de lui, personne n'avait l'intelligence de ce qui arrivait, aucun humain. Ça bavardait continuellement à côté, le plus souvent pour recouvrir, et quand une vérité se présentait, elle venait toujours de travers. En général, on jacassait pour mieux la passer sous silence, pour mettre des bâillons sur les mots. Un éblouissement. La lecture des Possédés de Dostoïevski. Habitude dans ces années de lire des journaux, des périodiques de toute nature, nombreux. Entre les phrases, je devinais, l'espace de quelques secondes, les panoplies du cynisme, tracé des complots, cryptage assourdi de la guerre froide. Relevant maintenant de l'histoire ou de l'actualité quotidienne, les noms accompagnaient les coups fourrés, les tours de vis et les intrigues sur fond de charnier. Mais voilà que des sonneries de cloches me réveillent. Un vrai carillon. À 15 ans, un livre survient du néant, qui s'avère beaucoup plus qu'un livre, le sésame avec lequel j'ouvrirai les premières portes pour rejoindre un plan dont l'armorial n'était qu'au fond que la promesse. Le livre acheté presque au hasard, sur la foi du mystère, c'était l'édition poche des Chants de Maldoror et de poésie, par celui qui se faisait appeler le comte de Lautréamont. Preuve qu'à la noblesse, on ne mettrait plus de bornes. Pourtant, tout me poussait à en rabattre, et d'abord l'imminence d'une entrée dans la vie lycéenne. On me répétait, un jour tu auras un métier comme nous, tu gagneras ta vie. Alors elle s'ébréchait ma fermeté. Un bafouillage ce qu'il en demeurait. On me cornait à l'oreille d'atterrir.
Arrête de marcher sur la tête, me disait-on. Deviens enfin quelqu'un de sérieux, pas celui qui entre dans l'ordre social comme objecteur, mais l'être qui vient de découvrir l'Outremont. On ne met pas son souffle dans un cercueil. Une autre vie qu'il aura, pas celle qu'on lui vend à la baisse. Question d'honneur, et pour le reste, advienne que pourra. Mangé par les phrases d'un tel génie, comment ne pas décoller de la plaine? Son sang, comment ne pas le sentir se battre? Aussitôt un tri sépare ceux qui entrent dans ces pages sombres et pleines de poison, comme dit le texte. Des grues frileuses qui s'en détournent par lâcheté, car elles se doutent que quelqu'un y prend de front l'aveuglement humain. Les discours qui rampent, ceux qui ont cours autour de nous, les voilà frappés d'inanité. Ainsi, à peine plus âgé que moi, au moment où je le lis pour la première fois, un jeune homme dans la solitude d'un 5e étage avait fondu au chalumeau les fils d'amiante qui séquestrent nos cœurs. François Méronis, tout autre, une confession. C'est une lecture que j'offre à mon ami lisant, Raymond. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Communion de lecteurs. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook, une page d'amis lisants. Vous pouvez également me téléphoner si vous jugez qu'on a quelque chose à se dire dans le 514-736-0999. Et si vous avez envie de vous incarner en chair et en os, vous pouvez vous déplacer à ma librairie, le livre Voyageur, librairie d'occasion et d'anciens, située dans le beau quartier de Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.